L'intelligence artificielle transforme progressivement tous les secteurs d'activité et celui de l'éducation n'y échappe pas. Entre outils intelligents ou logiciels automatisés, les enseignants voient aujourd'hui leur métier progresser. Mais face à cette technologie, beaucoup d'interrogations subsistent. L'IA est-elle une menace pour le rôle des enseignants ou plutôt une opportunité d'enrichir l'apprentissage? C'est la thématique de ce numéro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Espace Digit. Au sommaire de ce numéro, nous recevons dans le salon Digit Dr Apeke Sena-Mansan, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, également président de la communauté togolaise d'intelligence artificielle COTIA. Dans Innovation, je reçois deux invités, Atanlé Olorodé et Yason Milewa. Ensemble, nous parlerons de leur participation au First Global Challenge, une compétition de robotique. Et pour finir, Cyber Alert avec Malik Géraldo. Tout ceci en 26 minutes. Bonjour, Dr Apeke. Bonjour, M. Afamedi. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de Lomé, également président de la communauté d'intelligence artificielle au Togo. Merci d'être dans le salon Digit d'aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Docteur, avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de l'éducation, mais surtout le rôle qu'elle joue auprès des enseignants. Alors dites-nous, docteur, pourquoi aujourd'hui est-il essentiel de réfléchir à l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Merci pour votre question qui me semble très pertinente. Parce que la structure déjà de l'enseignement, que ce soit au niveau enseignant, étudiant, on va dire, est fortement perturbée aujourd'hui par l'IA, l'intelligence artificielle. Oui. Donc, il se trouve que aujourd'hui, et les cours, et les exercices, et même les explications sont à la portée des étudiants. Donc, je trouve que c'est important et nécessaire de revoir l'enseignement. Alors, quels bénéfices apporte-t-elle et aux enseignants et aux élèves, docteur? Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à tirer là, parce que aujourd'hui, comme plus que jamais, vous savez, ChatGPT par exemple, tout le monde en parle. Ouais. Pour la génération du contenu, par exemple, la préparation des cours, ça va très vite, ça va très vite. Et pour la pédagogie, l'IA intervient beaucoup plus finement que l'humain, on va dire, même si c'est l'humain qui est derrière tout ce qu'on va appeler les prompt engineering pour générer du contenu, c'est l'humain qui est derrière, mais on y gagne en temps et on y gagne en efficacité en utilisant l'IA pour générer les cours et même pour évaluer les étudiants. Alors, même si elle présente des avantages, forcément, elle présente quelques inconvénients. Donc, docteur, dites-nous, quelles sont les inquiétudes principales, on va dire, des enseignants dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je rappelle quand même qu'il y a plus de bénéfices que d'avantages que d'inconvénients, mais il y a des inconvénients. Par exemple, je peux dire clairement que l'absence physique, hein, on voit que la présence physique, le pourcentage de présence physique dans l'enseignement, le contact physique par exemple, diminue. Je pense que l'enseignement, ce n'est pas que donner des cours, c'est aussi une éducation socio-culturelle, on va dire. Et lorsque vous êtes en contact de l'humain, la transmission elle est beaucoup plus, on va dire, fluide et claire. Et on a tendance à facilement poser des questions, à l'enseignant qui est devant vous. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, l'IA n'est pas encore vraiment à 100%. Et donc, il y a des questions que vous ne savez pas poser à l'IA, alors que devant un humain, vous pouvez en tout cas dire les choses. Et il y a le sentiment, il y a, comment l'appelle-t-on, l'expression visuelle qui joue, que l'IA n'est pas encore bon là-dessus. Il y a d'autres inquiétudes, l'éthique, par exemple. Exactement. L'éthique de l'IA qu'il faut sérieusement voir. Nous voyons aujourd'hui, faisant l'IA, je le vois, on voit les étudiants qui, aujourd'hui, peuvent, en un temps record, c'est facile, générer aussi le même cours que l'enseignant, voyez-vous. Et donc, c'est une bonne chose qu'il génère le cours. Mais c'est l'aptitude derrière qu'il faut suivre. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on ait de la stratégie sur comment est-ce que l'enseignant se comporte, comment est-ce que l'étudiant se comporte,
que ce soit au niveau des cours comme au niveau des évaluations. Donc il y a pas mal de trucs à voir quand même pour qu'on ait un écosystème assez parfait. D'accord. À part vous, docteur Apeke, on a également posé la question à quelques professeurs. Okay. Donc je vous invite à suivre cet élément avec moi et puis on revient juste après. La place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'éducation est prépondérante. C'est un outil que nous avons vu arriver et qui, malgré qu'on ne s'y attendait pas, s'est progressivement imposé. Donc, autant sur le plan de l'éducation qui va se passer dans les cellules familiales, dans les ménages, que sur les plans scolaires, académiques, universitaires et tout ça. Mais il serait tenté d'être vu comme une menace, autant que comme une opportunité. Et tout est question, selon moi, d'école et de perspective. Si vous êtes des plus traditionnalistes, des plus classiques, oui, très facilement, et c'est avéré qu'on puisse penser que c'est un outil qui, lorsqu'on ne fait pas attention à son utilisation, est quelque peu abrutissant. Parce que c'est du résultat facile. Parce que au quart de seconde, ça vous donne ce que vous lui demandez. Et puis ça vous le donne plutôt bien, selon que vous savez l'utiliser bien. Ça a son lot de risques, à mon avis. Il y a énormément de risques pour l'éducation aujourd'hui si cela continue de s'utiliser de cette manière-là. C'est pourtant une opportunité, à mon avis, dans le sens que l'enseignant va pouvoir s'en inspirer ou en tout cas l'utiliser pour préparer son contenu avec plus de célérité et d'exactitude. À mon avis, c'est beaucoup plus une opportunité en tout cas qu'une menace, dans le sens que, autant enseignants que apprenants, nous avons un outil à disposition qui facilite la recherche, le savoir et la compétence. Alors, de retour dans ce salon, docteur Apeke, comment les enseignants peuvent-ils, on va dire, intégrer l'intelligence artificielle dans la pédagogie sans pour autant se sentir, on va dire, marginalisés? C'est une évidence, les enseignants doivent aujourd'hui s'adapter. C'est les premiers d'ailleurs qui doivent s'adapter. Au-delà du cadre de l'enseignement, vous me permettez de sortir un peu de ce cadre de l'enseignement et de revenir après. Si vous n'allez pas vers l'IA, l'IA viendra vers vous. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je viens de donner un exemple par rapport à la génération de contenu de cours. Votre enfant de 15 ans, il génère du contenu de cours mieux préparé que l'enseignant qui utilise encore, les collègues vont m'excuser, des cours de IA 20 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, l'étudiant, dans son coin, il est plus rapide et il fait un truc beaucoup plus clair que vous, enseignant. Et donc, la question c'est, vous attendez que l'IA vienne vers vous ou vous allez vers l'IA? Parce que votre efficacité, votre performance, votre façon d'évaluer en dépend. Et donc, moi je pense que le tissu économique de façon générale, l'enseignement en particulier, on doit former les enseignants par rapport à ces outils-là, parce que non seulement ça les fait faire de bons, faire correctement l'enseignement, mais ça leur donne beaucoup plus de temps libre pour pouvoir faire d'autres choses. Donc vous voyez, c'est une interpellation que je fais d'ailleurs. Je profite donc de votre émission pour en parler. Je convie les enseignants à très rapidement prendre au sérieux leur formation en IA, parce que le plus dangereux, c'est que vous faites un cours, si vous dites des bêtises. Aujourd'hui, l'étudiant, il sait en temps réel. Et l'étudiant ne va rien vous dire. Mais il sait que vous n'êtes pas à jour. Et ça décrédibilise. Et ça décrédibilise. Voilà. Donc j'invite les collègues à prendre rapidement le chemin, en étant quand même très éthique, en étant quand même, en restant mentor quoi, de la chose. Voilà. Donc c'est important que les enseignants prennent le taureau par le corps.
Alors, docteur, parlons justement, on va dire, de formation. Ouais. Il y en a certains professeurs qui pensent que c'est une faiblesse d'utiliser l'IA pour donner des cours, faire ne serait-ce que des recherches. Quel est votre avis sur la question? Je vais vous raconter une petite histoire, Allez-y. ok? Moi, quand j'ai fait ma thèse à Brest, à Morvan, et je devais utiliser l'IA pour faire certaines choses. Et il y a un premier contact, un personnage en santé, il me dit non mais écoutez votre truc là c'est... Et il m'a renvoyé de son bureau. Ok. D'accord, c'est bien. Ensuite, 2 mois après, il a eu des difficultés et ils ont vu les autres doctorants et ils en parlaient. Au bout d'une semaine, il y avait une doctorante libanaise et qui a utilisé l'IA, toute technique informatique en plus, en moins de 3 jours qui a sorti un résultat. Et on n'a pas dit à ce directeur que c'est fait avec l'IA. Il était content, il en a fait une publicité au bout d'1 mois, et c'est après qu'on lui dit ça a été généré par tel outil. Depuis, il a cherché des financements pour le labo. Voyez-vous? Donc, dire que l'enseignant se pense sent que réduit, c'est une certaine faiblesse. se sent réduit en Oui. utilisant l'IA, qu'ils prennent leur courage, qu'ils serrent vers leur ceinture et qu'ils le fassent. Parce que, je l'ai souvent dit dans mes émissions, les agriculteurs qu'on a envoyés de la mécanisation de l'agriculture, ben, c'était compliqué au début, mais aujourd'hui tout le monde voudrait prendre les tracteurs. Okay? Donc que les collègues prennent plutôt le côté positif de la chose, qui a au moins à 80% de gens positifs, et qu'ils améliorent le cours, parce que leur vitrine, qui sont les étudiants, qui sont les élèves, vont s'en rendre compte facilement qu'ils sont mieux que leurs enseignants. C'est pas vrai, ce qui est sûr, c'est pas vrai, ils sont pas mieux. Mais ils utilisent des outils qui leur donnent plus de possibilités que l'enseignant. Donc, un enseignant qui se met à jour sera N fois mieux que ses apprenants, et donc ça n'arrange que lui. Alors, on va finir avec votre message de fin. Pour les collègues, les apprenants, on ne peut pas aujourd'hui, on est déjà au quart du XXe siècle, du XXIe siècle, j'allais dire, et que tout le monde voit ce que la numérisation de façon générale, l'IA de façon particulière, comment est-ce que ça change tous les secteurs économiques. Et comme l'éducation est un secteur fondamental pour l'évolution de tous les autres secteurs, je pense qu'il est d'urgence d'ailleurs que les collègues prennent la course comme les autres, parce que non seulement ils en ont besoin pour rendre les contenus très efficaces, très adaptés à la réalité ou aux réalités, mais ils auront aussi beaucoup de temps de libre après. Le temps que nous prenons aujourd'hui sans l'IA pour monter les cours, je suis enseignant, je sais ce que c'est. Lorsque les gens sont en train de dormir chez eux, nous on est en train de préparer les cours, de corriger les copies. Et bien l'IA va permettre justement de gagner plus de temps par rapport à cela. Et ça c'est du côté des enseignants. Les étudiants, je fais en même temps la pub de quelque chose, un outil que nous sommes en train de développer à la communauté de l'intelligence artificielle. Un outil qui va permettre aux 3 acteurs de la formation, quand je dis acteurs, je parle d'abord des parents, et je parle des enseignants, et je parle des étudiants. Les 3 peuvent se loguer sur l'outil IA que nous développons, qui est fait d'ailleurs, pour suivre l'étudiant qui lui-même génère des questionnaires pour apprendre. L'enseignant suit pour contrôler l'évaluation, et le parent suit l'évaluation de son enfant. Tout ça grâce à l'IA. Et donc, j'ai envie de dire encore une fois que l'IA, ça permet d'avancer, et il faut que tout le monde s'y mette, mais il faut aussi faire attention à l'aspect éthique, qui est un aspect très important. Par exemple, la génération d'images, de contenus. Il faut quand même respecter une stratégie d'éducation par rapport à l'IA, que j'espère que le Togo va sortir d'ici peu, et que tout le monde adhère à cette stratégie, pour quand même avoir la connaissance sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire dans l'utilisation de l'IA. En tout cas, encore merci d'être passé ici à l'École Polytechnique de Lomé, pour qu'on parle un peu de ce que moi je fais aujourd'hui et de ce que le PL fait aussi, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Dr Apeke. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur
à l'Université de Lomé et également le président de la communauté togolaise d'intelligence artificielle. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est bon pour la rubrique Salon des Gîtes. Place maintenant à l'innovation. Si du côté des enseignants, l'intelligence artificielle peut représenter peut-être une menace ou une opportunité, eh bien, chez les plus jeunes, la question ne se pose plus. Grâce à elle, certains jeunes ont réussi à créer des robots qui vont jusqu'à représenter, on va dire, le pays à l'échelle internationale, notamment à travers le First Global Challenge, une compétition qui rassemble beaucoup de pays. On va en parler aujourd'hui dans Innovation. Je reçois M. Atanle Olorode. Il est le mentor de l'équipe du Togo qui représentera le pays à ce concours. Bonsoir, M. Atanle. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue dans Innovation. Merci beaucoup. Également, il est accompagné de l'un des participants de l'équipe qui représentera également et qui fait partie, on va dire, de l'un des concepteurs du robot, Yasson Milewa. Bonsoir et puis bienvenue. Merci. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, M. Atanle, on va parler de ce concours. Le pays participe à ce concours depuis plusieurs années. 2025 également, vous allez encore participer. Mais d'abord, on aimerait savoir, parlez-nous un peu de ce concours. C'est quoi le First Global Challenge? Le First Global Challenge est une compétition internationale de robotique qui rassemble des jeunes de plus de 190 pays à travers le monde. L'objectif est de promouvoir les STEM, la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques autour des problématiques mondiales comme l'eau, l'énergie, la santé ou bien encore l'agriculture. Vous venez de le dire, le pays participe à ce concours depuis plusieurs années, depuis 2017 plus précisément. Et chaque année, votre équipe reçoit un kit qui contient, on va dire, des matériaux qui vous permet de faire la conception d'un robot qui vous permet de vous représenter. Alors, monsieur Atanle, dites-nous un peu comment se passe déjà la conception du robot jusqu'à la fabrication du robot. Pour la conception du robot, on reçoit le kit qui contient le matériel, les vis, la structure, l'électronique et consorts. Donc déjà, on commence à analyser les problématiques de l'année en question et savoir comment le robot doit être conçu. Et chaque année, vous recevez des thèmes. Alors pour cette année 2025, on connaît le thème, mais pour vous permettre de mieux comprendre chez les téléspectateurs, je vous invite à suivre cette vidéo. Voici le jeu officiel du First Global Challenge 2025, Eco-Equilibrium. Pendant le match de 2 minutes et 30 secondes, 6 équipes nationales travaillent ensemble en tant qu'alliance globale pour restaurer une planète saine en supprimant les barrières et en maximisant la biodiversité dans les écosystèmes avant de se diviser en 2 alliances régionales de 3 équipes pour sécuriser la protection de la biodiversité dans le futur. 3 barrières de biodiversité sont positionnées dans chacun des 3 écosystèmes. Chacun des 2 dispensaires contient 60 Biodiversity Units. Les robots commencent le match dans la Regional Zone, à côté de leur alliance station correspondante en contact avec la guardrail. Le match commence lorsque l'annonceur dit « Go ». Les robots de l'Alliance globale s'efforcent de supprimer les barrières des écosystèmes et les manœuvrant vers les mitigateurs. En même temps, les dispensers libèrent des Biodiversity Units sur le terrain de jeu. Les robots peuvent temporairement augmenter la vitesse d'introduction de la biodiversité en faisant tourner l'accélérateur. Les Biodiversity Units sont ajoutés aux écosystèmes par les robots ou les joueurs humains. L'Alliance globale gagne plus de points lorsque les Biodiversity Units sont répartis équitablement dans les 3 écosystèmes à la fin du match. Les 6 équipes de l'Alliance globale gagnent des points pour les barrières supprimées par les mitigateurs. Les Biodiversity Units ajoutés aux écosystèmes et la répartition des Biodiversity Units. Vers la fin du match, les équipes se divisent en 2 alliances régionales pour sécuriser la protection de la biodiversité dans le futur en positionnant les robots sur la route. Cela montre l'importance de la collaboration pour maximiser la protection de territoires géographiques particuliers. La somme des robots sécurisés de chaque alliance régionale équivaut à un Protection Multiplier qui est appliqué aux points obtenus par l'Alliance globale pour les barrières supprimées et les Biodiversity Units ajoutés. Voilà qui est un peu plus clair et grâce à cette vidéo, on connaît la thématique de cette année 2025, Eco-Equilibrium. Alors Yasson, tu es l'un des participants de l'équipe Togo. Alors dis-nous quelles sont les caractéristiques
et les spécificités de votre robot de cette année. Déjà, notre robot il est équipé d'un bras capable de prendre les grosses balles et les amener vers les mitigators. Et il est également équipé d'un mécanisme capable d'avaler les balles et les stocker. Chaque année, vous devez faire le maximum pour que votre robot soit le meilleur robot. Alors, parlez-nous des innovations que vous avez ajoutées au robot de cette année qui n'ont pas été ajoutées, on va dire, l'année précédente. Notre robot est plus rapide que ceux des années passées et pour pouvoir stocker les balles multicolores, on a fait un système capable de s'élargir afin d'accueillir plus de balles. Donc, c'est parfait. Maintenant, est-ce que M. Atanlé veut ajouter quelque chose rapidement à ces innovations? Oui, j'aimerais également ajouter que cette année, notre code a été amélioré pour que le robot soit plus facile à manipuler pendant la compétition sur l'arène. D'accord. Alors on espère que votre robot sera le meilleur robot. Un mot de la fin, un mot pour vos partenaires, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la robotique ou qui aimeraient vous supporter d'une manière ou d'une autre. J'aimerais passer par cette occasion pour remercier nos partenaires qui nous supportent depuis 2017 pour que le Togo puisse être représenté sur la scène internationale. Remercier le docteur Atanlé Rose qui depuis la première année 2017 n'a jamais cessé de nous soutenir. Et j'aimerais également inviter les jeunes Togolais à oser, à venir vers nous pour voir ce que nous faisons et ensemble on peut développer le pays. Merci beaucoup. Eh bien, je rappelle que j'étais avec M. Atanlé Olorode. Il est le mentor de l'équipe Togo qui représentera le pays à la compétition First Global Challenge qui va se tenir à Padama très bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Et vous étiez également avec Yasson Milewa, qui est l'un des participants et qui a également permis à la conception du robot de cette année. Beaucoup de courage à vous. Merci, monsieur. Eh bien, c'était la rubrique Innovation. Place à la rubrique Cyberalerte. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Extrait d'un poème que nous avions à cœur joie chanter au cours primaire. Une rentrée scolaire n'est pas que stylo, n'est pas que cahier, mais aussi les outils numériques, tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables pour faire des recherches. Une récente étude menée par l'OMS Europe en 2024 dans 44 pays dans le monde a révélé que un élève sur 6 serait victime de cyberharcèlement. Quelles sont les menaces auxquelles sont exposés élèves, parents et enseignants en milieu scolaire ou toute année de l'année scolaire et quels sont les éléments, les bonnes pratiques que doivent adopter ces différentes personnes pour éviter de se faire prendre au piège. Nous avons recensé pour vous 3 types de menaces, non exhaustives bien sûr, auxquelles les élèves, les parents et les enseignants sont exposés en milieu scolaire. En premier lieu, le cyberharcèlement, qui est le harcèlement en ligne ou via les outils numériques, comme par exemple les insultes, nous avons les menaces, les moqueries, la diffusion d'images ou de vidéos humiliantes. Nous avons en second lieu les arnaques ou l'hameçonnage liés aux fournitures scolaires, liés par exemple aux frais d'inscription. Et enfin, nous avons les addictions numériques. Quels sont donc les conseils que nous avons à l'endroit des élèves, des parents et des enseignants? Nous commençons avec les élèves. Pour vous, élèves, il est important de comprendre que le cyberharcèlement n'est pas un jeu. Il faut en parler lorsque vous en êtes victime et il ne faut jamais garder le silence. Il faut bloquer et signaler l'individu. Très important de garder les preuves pour vous faire défendre plus tard. Il faut éviter de discuter aussi avec des personnes inconnues sur les réseaux sociaux jusqu'à leur envoyer des images ou des photos intimes de vous. Il est aussi très important de limiter le temps que nous passons sur les réseaux sociaux en période scolaire. Pour les parents, nous disons que la cybersécurité commence d'abord à la maison. Nous devons, en tant que parents, avoir l'œil sur nos enfants afin de détecter d'éventuels changements de comportement. Généralement, les enfants qui sont victimes de cyberharcèlement se recroquevillent. Ils changent de réaction, ils changent de comportement.
et vous pouvez arriver à déceler qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet enfant. Très important d'activer le contrôle parental sur les différents outils numériques que vos enfants utilisent. Vous pouvez également installer l'application Google Family Link sur les outils numériques et cet outil permet d'encadrer l'utilisation des outils numériques par les enfants. Et aussi très important, le modèle. Parents que vous êtes, vous devez montrer le bon exemple à vos enfants. Aux enseignants, nous disons que la sensibilisation est l'arme la plus puissante contre les activités de cybercriminalité. Il est important que les enfants soient sensibilisés. Utilisez les plateformes sûres pour vos recherches et, très important, montrez aussi le bon exemple et signalez les cas de cyberharcèlement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire cyber sûre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.